Ouais. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier séminaire de l'équipe LAM pour l'année 2020-2021. Nous accueillons Constant Vétillard qui va nous présenter son projet de fin d'études dans le cadre de son école d'ingénieur à l'ENSIM qu'il a fait comment on appelle ça, ça y est, les mots me manquent. En alternance. En alternance, voilà, avec la Cité de la Musique. Et donc, son projet a été fait dans l'équipe LAM sous la direction de Jean-Luc Lecaroux et porte sur la modélisation de l'interaction plectre-corde du clavecin. Merci Constant d'avoir accepté de nous parler de tes travaux. C'est un plaisir. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, comme l'a dit Claudia, à la fin de mon cursus d'ingénieur, je me suis penché sur ce projet de fin d'études fait en collaboration avec le LAM. Donc, j'ai été encadré par Jean-Loïc Lecaroux et ce projet porte sur la modélisation de l'interaction plectre-corde. Donc, au niveau du déroulé de la présentation, je vais commencer par une petite introduction en présentant rapidement le fonctionnement du clavecin, puis le contexte et les objectifs de l'étude. Ensuite, on se focalisera plutôt sur la partie modélisation. Je vais présenter le formalisme adopté, le modèle de plectre et de corde qu'on a choisi et les modèles d'interaction sous forme de frottement entre le plectre et la corde. Ensuite, on va se concentrer sur l'aspect numérique du modèle et des différents critères de validation de ce modèle. Puis enfin, je vais présenter les résultats de simulation avant de conclure. Alors, comme vous le savez, le clavecin est un instrument à cordes pincées. Donc, lorsque le musicien appuie sur la touche, celle-ci fait un effet de levier pour soulever le sautereau sur lequel est fixé un plectre à ce niveau-là. Et c'est ce plectre qui va venir pincer la corde pour la mettre en excitation. Si on regarde un petit peu plus en détail les différentes étapes qu'on peut identifier au niveau de cette interaction, ici, lorsque le musicien appuie sur la touche, le sautereau et le plectre commencent leur ascension vers la corde jusqu'à entrer en contact avec elle. Au début, la corde a un déplacement purement vertical, puis sous l'effet du fléchissement du plectre qu'on voit ici, la corde va commencer à glisser le long du plectre jusqu'à un moment crucial qui est le moment du relâchement où la corde aura certaines conditions initiales et ensuite elle va entrer en vibration libre. Ce projet, ce n'est pas un projet qui est isolé, c'est un projet qui s'inscrit dans un projet plus large qui est le projet Pharemi, donc qui a été lancé par le LAM il y a quelques années. Et dans ce cadre-là, il traite d'une question qui suscite de l'intérêt dans la communauté musicale, qui traite de la capacité des clavecins à produire des variations de timbre et de niveau sonore. A priori, il existe deux paramètres qui permettent de contrôler ces variations. Il y a la force exercée par l'instrumentiste sur la touche, et il y a d'autres paramètres qui sont plutôt à la disposition du facteur lors du processus d'harmonisation. Donc, ce processus d'harmonisation, c'est un ensemble d'ajustements, de réglages fins des différents éléments du clavecin dans le but d'obtenir une homogénéisation de la sensation de toucher perçue par le musicien, mais aussi de rendu sonore. Bien sûr, ce critère d'homogénéisation vont être propres à chaque facteur. Et il y a une étape très importante dans ce processus qui consiste, comme illustré ici sur la photo, à tailler les plectres, donc à leur donner une géométrie particulière. Et nous, dans ce projet, l'idée de base, c'est de se pencher particulièrement sur cette question-là et donc d'étudier l'influence de la géométrie du plectre sur les vibrations de la corde. Puisqu'on imagine bien que la géométrie du plectre va conditionner justement les conditions initiales de la corde avant le relâchement et donc le timbre et le niveau sonore rayonné par l'instrument. Il y a donc différentes études qui ont déjà été réalisées sur la modélisation de l'interaction plectre-corde. On est parti de modèles relativement simples avec une poutre à section rectangulaire uniforme qui ont tendu à se complexifier progressivement pour se rapprocher de la géométrie réelle des plectres qui est représentée en dessous. Ce sont des modèles qui sont exclusivement des modèles quasi-statiques, c'est-à-dire qu'à chaque instant, on va considérer que le plectre et la corde sont en équilibre et ils sont caractérisés par ce type d'équation paramétrique. Ici, c'est l'équation la plus simple associée à ce type de modèle, mais évidemment, elles vont se complexifier avec la complexification des modèles. Donc, ces différentes études, elles ont permis de mettre en évidence
un point important justement qui est l'influence de la géométrie du plectre sur le rendu sonore de l'instrument, puisqu'il a été mesuré expérimentalement que pour différentes géométries, toutes choses égales par ailleurs, on obtenait bien des rendus sonores différents. Donc ça a encouragé à continuer les recherches dans ce sens-là, en s'intéressant à la géométrie des plectres. Mais il y a quand même des études perceptives qui ont montré que si on mesurait ces différences expérimentalement, c'était beaucoup moins évident de les discerner d'un point de vue perceptif. Donc, il faut définir un modèle qui permette d'étudier plus finement les paramètres qui sont en jeu dans l'interaction, et c'est le but de ce projet-là. Je vais vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée par le LAM lors d'une étude précédente. Elle a été faite à la caméra haute vitesse et on va voir l'interaction plectre-corde. Donc, le musicien appuie sur la touche, le plectre monte et rentre en contact avec la corde. On voit qu'il y a une interaction dynamique ici puisque le plectre et la corde bougent. La corde va commencer à glisser le long du plectre. Là, il y a un phénomène de frottement puisqu'elle s'arrête à nouveau avant de reglisser et d'être relâchée et rentrer en vibration libre. Ici, donc, cette vidéo, elle permet de mettre en évidence deux aspects importants de l'interaction qui n'ont pas été modélisés jusqu'ici dans les modèles. C'est le comportement dynamique qui existe entre le plectre et la corde. On l'a vu pendant la phase de pincement, qui est lié à l'effet d'impact qu'exerce le plectre en arrivant sur la corde et donc qui la met en vibration. Et un mécanisme de frottement qui va contrôler les phases de glissement et d'accroche pendant le pincement. Donc finalement, le modèle qu'on veut essayer de développer ici sera un modèle qui va être dynamique, puisqu'on a vu que c'est un point important, qui permettrait d'intégrer les frottements et qui permettrait à terme aussi de prendre en compte la géométrie réelle du plectre. Donc je vais vous présenter maintenant l'aspect modélisation. Le formalisme qu'on a choisi pour faire ce modèle, c'est un formalisme d'Udvadia-Calaba, qui va être couplé à une approche modale. Donc c'est un formalisme qui a quelques années, qui a été développé il y a une vingtaine d'années et qui prend de plus en plus de place dans la modélisation des modèles dynamiques, puisque, comme je l'ai écrit ici, il va permettre de décrire la dynamique d'un système contraint à partir de la base modale de chaque sous-système lorsqu'ils sont non contraints, lorsqu'ils sont libres. Donc, si on se met dans le cas de notre interaction plectre-corde, si on identifie la base modale du plectre d'un côté et de la corde de l'autre, on définit ensuite des conditions de continuité entre eux. Et en connaissant la force extérieure qu'on applique au système, on peut calculer la réponse dynamique du système contraint. Donc, c'est quelque chose qui est assez puissant. Et donc, il a été choisi parce que c'est un modèle qui est intrinsèquement dynamique, qui est peu coûteux en calcul et qui est assez plastique. Ça veut dire qu'on peut facilement l'adapter pour progressivement venir le complexifier. Et donc, c'était un point qui se prêtait bien à cette étude-là, puisqu'on l'idée, la méthodologie qu'on a adoptée, c'était de partir d'un modèle relativement simple et de le complexifier pas à pas pour se rapprocher du fonctionnement du clavecin. Au niveau de l'implémentation de cette méthode, je vais présenter très rapidement. On a d'abord formulé une hypothèse modale qui permet de décrire le déplacement du système en termes de superposition de la contribution de chaque mode. On définit donc d'abord les paramètres géométriques et mécaniques du plectre et de la corde, desquels on déduit des paramètres modaux. Donc, ça va être les matrices modales de masse, d'amortissement, de raideur et les déformées modales. On définit ensuite les conditions de continuité entre le plectre et la corde, à partir desquelles on obtient ce qu'on va appeler des matrices de contrainte. On applique ensuite une force extérieure qui est connue par projection sur les déformées modales qu'on a obtenues, on obtient les forces modales. Et toutes ces données-là, on va les entrer dans un algorithme dit de Velocity-Verlet, dans lequel on va intégrer les équations propres au formalisme d'Udvadia-Calaba. Et ce processus itératif, il va permettre de connaître à chaque instant l'état du système en termes de vecteurs modaux de déplacement, de vitesse et d'accélération. Et on peut finalement remonter à la réponse physique du système en utilisant l'hypothèse modale qu'on avait formulée au début. Au niveau du modèle de plectre qui a été adopté, c'est un système relativement simple puisque c'est un système à 1 degré de liberté, système masse-ressort amorti.
Si ce modèle peut sembler un peu éloigné de la réalité du plectre, les paramètres modaux qui ont été choisis ont été calés à partir de mesures qui ont été faites sur des plectres, donc sur le premier mode de flexion des plectres. Et donc finalement, en fait, il va permettre quand même relativement bien de modéliser le comportement du plectre. La base du plectre, elle va être animée d'une vitesse constante qui correspondra en fait à la vitesse du sautreau sous l'effet de la force exercée par le musicien sur la touche. La corde, c'est une corde qui est simplement appuyée à ses deux extrémités. Donc, on a des déformés modales données par la relation visuelle suivante. On prend en compte la raideur de la corde. Donc, il va y avoir une suite de fréquences inharmoniques qui se traduisent ici par un coefficient d'inharmonicité B qui est exprimé à partir du moment d'inertie, le moment quadratique. Les masses modales, c'est les mêmes pour tous les modes puisqu'on est avec une corde. Elle est donnée par cette relation. Les raideurs modales sont définies à partir de ces masses modales. Enfin, pour les amortissements modaux, c'était un point sur lequel on s'est particulièrement penché puisque les amortissements modaux vont contrôler la décroissance des partiels de la corde et donc le timbre de l'instrument. Donc, c'était un point important sur lequel on a passé du temps. Ils sont exprimés à partir des facteurs de qualité. Ce facteur de qualité il va être défini, calculé à partir du modèle de Cuesta et Valette, qui sont des anciens du LAN d'ailleurs. Et le modèle qu'on a pris en compte, il va permettre de modéliser la contribution des phénomènes de frottement visqueux avec l'air, des pertes par viscoélasticité, par thermoélasticité et des pertes par dislocation. D'un point de vue pratique, j'ai développé un petit modèle interactif sur MATLAB qui permet en fait de renseigner les paramètres géométriques, mécaniques de la corde et venir ensuite ajuster avec des petits sliders la valeur des paramètres d'amortissement pour venir fitter une courbe expérimentale qui a été obtenue à partir de la littérature. Et donc, à partir de ça, on obtient les paramètres modaux relatifs à chaque mécanisme de perte. Au niveau du modèle de frottement, c'est un point qui a posé quelques soucis ici, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible d'intégrer des lois de frottement classiques dans le formalisme UK parce qu'elles vont entrer en conflit avec les conditions de contrainte qu'on a appliquées. Donc, on a dû se tourner vers une alternative présentée ici. Alors, il est important de noter que comme le plectre est un système à 1 degré de liberté, le phénomène de frottement qu'on va modéliser, il est sur l'axe vertical et va correspondre en fait à la projection du phénomène réel de frottement sur cet axe. Au niveau des phases d'accroche de glissement, elles sont contrôlées par une force limite qui est définie à partir d'un coefficient de frottement statique. Quand la force d'interaction entre le plectre et la corde est en dessous de cette force limite, on est dans une phase d'accroche. La partie supérieure du plectre et la corde ont le même déplacement et la même vitesse. Et comme le plectre se déplace, la force d'interaction augmente progressivement jusqu'à passer au-dessus de la valeur limite de frottement statique. Et donc, la corde commence à glisser le long du plectre. Ce glissement est contrôlé par une force de frottement définie à partir d'un coefficient de frottement dynamique qui dépend de la vitesse relative. Il suit une loi linéaire de ce type-là. Et elle est modélisée ici par une liaison piston, puisque c'est un phénomène de frottement visqueux qu'on a intégré ici. La force d'interaction va rediminuer puisque la corde glisse le long du plectre et lorsqu'elle repassera en dessous de la force limite, on repasse dans une phase d'accroche en redéfinissant une position et une vitesse égale pour le plectre et la corde. Le relâchement ici, il est contrôlé par la position relative de la partie supérieure du plectre et de la corde. Lorsque cette position relative devient plus grande que la dimension du plectre, alors les deux sous-systèmes sont relâchés et rentrent en vibration libre. On va se pencher maintenant sur l'aspect numérique du modèle. Dans un premier temps, il était important, et même nécessaire d'implémenter une méthode de stabilisation numérique pour s'assurer que les conditions de contrainte qu'on avait appliquées, les conditions de continuité, étaient bien vérifiées à chaque instant. Parce que comme le formalisme d'Ilvadia-Kalaba permet d'appliquer des contraintes au niveau des accélérations, on se rendait compte que nos contraintes définies en déplacement et en vitesse n'étaient pas toujours respectées. Donc, on a appliqué une méthode que je vais vous présenter rapidement. À
partir de certaines conditions de contrainte, ici par exemple l'égalité en déplacement et en vitesse au niveau du point de contact entre le plectre et la corde, on définit des fonctions de contrainte qui doivent être égales à 0, ici exprimées en termes modaux, à partir des déformés et des déplacements modaux. Et en fait, à chaque instant, à chaque itération, on va venir appliquer un terme correctif. Donc en réalité, on l'applique au niveau des vecteurs modaux, un terme correctif qui est donc exprimé à partir de la matrice des contraintes et des fonctions de contrainte qu'on vient de définir. Cette correction, on le fait d'abord en déplacement, puis en vitesse, et fait à chaque itération de façon à être sûr que les conditions de contrainte appliquées sont vérifiées à chaque instant. Maintenant, on va étudier la convergence de la solution numérique qu'on obtenait par simulation. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire des simulations en augmentant à chaque fois le nombre de modes considérés et en récupérant les vibrations libres obtenues donc, par simulation. On recale en phase les signaux comparés et ensuite on calcule un écart relatif entre les simulations pour n modes considérés et n plus 1 modes considérés. Cet écart relatif, là, il est exprimé en pourcentage et on voit donc, que lorsque le nombre de modes de cordes considérés, cet écart relatif converge très rapidement jusqu'à des valeurs très très faibles, puisque typiquement pour 50 modes de cordes considérés, on est à 0,01% d'erreur, donc ce qui est très très faible. Pour les simulations, on va justement se placer à 50 modes de cordes considérés, ce qui correspond à une modélisation des vibrations de la corde jusqu'à un peu plus de 15 kHz. On a vu donc que le modèle convergeait bien. Maintenant, on va essayer de s'assurer de sa justesse. Pour ça, on va le comparer avec un modèle quasi-statique. Et pour s'assurer qu'on fait une comparaison qui a du sens, qui est pertinente, on va se mettre dans des conditions de validité d'hypothèse quasi-statique. Donc, on va comparer déjà uniquement pendant la phase de pincement, puisque le modèle quasi-statique ne permet pas de modéliser les vibrations libres. Et on va indiquer une vitesse de saut trop faible pour justement éviter cet effet d'impact qui engendre une interaction dynamique pendant le pincement qu'on a vu pendant la vidéo. Donc, on réduit fortement la vitesse du saut trop et on compare uniquement sur la phase de pincement. On calcule la force d'interaction estimée par les modèles quasi-statiques, définis de cette manière-là, et la force d'interaction définie par le modèle d'Udvadia-Kalaba. Et ensuite, on définit un ratio qui va en fait être la moyenne temporelle du ratio des forces estimées avec les deux différents modèles. Et ce ratio-là, on le calcule en augmentant à chaque fois le nombre de modes considérés. Et on voit qu'il évolue de cette manière-là, que lorsque le nombre de modes de cordes considérés augmente. Donc, en fait, il va converger vers une valeur proche de 1, ce qui indique bien que, que les valeurs estimées par le modèle d'Udvadia-Kalaba vont tendre vers celles des modèles statiques quand on est dans des conditions de validité d'hypothèse statique. Donc, ça prouve bien qu'on a des valeurs correctes qui sont estimées par le modèle. Je vais maintenant vous présenter les résultats de simulation qu'on a obtenus avec le premier modèle qu'on a pu définir. Alors, sur le graphique de gauche, c'est donc la réponse en déplacement du système au niveau du point de contact. Ce que j'appelle le niveau du point de contact, c'est ici, au niveau du plectre, sur la ligne rouge, le long de la corde. Donc, on se met dans ce plan-là et on va regarder le déplacement de la corde et du plectre. Le déplacement donc, de la corde est en bleu, celui du plectre en rouge. Dans la première phase ici, on a le plectre qui se rapproche de la corde sans la toucher. Puis ici, au niveau de la ligne verte, il rentre en contact. Le plectre entraîne la corde avec lui et on est dans une phase d'accroche jusqu'à ce que la force augmente. Puis apparaît un phénomène de glissement et donc le plectre continue à monter, mais la corde glisse le long du plectre jusqu'à ce que on rencontre la condition de relâchement qu'on a définie précédemment et les deux systèmes entrent en vibration libre. Je vais vous montrer une petite animation de cette simulation. Donc, le plectre se rapproche de la corde, il rentre en contact avec elle. Là, on voit qu'il y a bien le comportement dynamique qui est décrit puisque les deux vibrent. La corde glisse le long du plectre, puis il y a relâchement et on entre en vibration libre. Je vais vous présenter aussi, on a un petit résultat
sous forme de synthèse sonore. Alors attendez, il faut que j'enlève. Sous forme de synthèse sonore, en fait, on va écouter les vibrations de la corde, ce qui permet d'avoir une autre façon de percevoir les résultats de simulation. Si ça fonctionne bien. Voilà, donc ça c'est un autre outil qui permet aussi peut-être d'étudier d'un point de vue un peu plus perceptif les résultats de simulation qu'on pourra obtenir. Donc je vais conclure. Donc, finalement, ce qu'on a fait ici dans ce projet, c'est qu'on a pris en main un nouveau formalisme d'Udvadia-Kalaba appliqué aux instruments et adapté particulièrement au cas du clavecin. On a vu à travers des différentes études numériques des solutions obtenues par simulation que le modèle convergeait bien et qu'il permettait d'obtenir des valeurs justes. Donc, on a bien validé la pertinence de ce modèle appliqué au clavecin. Et enfin, on a essayé d'intégrer une modélisation du comportement dynamique pour la première fois avec succès. Et puis, on a essayé d'intégrer un modèle de frottement, donc qui est ce qui est, mais c'est la première fois qu'on arrive à intégrer ce mécanisme dans des modèles d'interaction. Mais bien sûr, il doit être amélioré. Finalement, donc, le résultat qu'on a obtenu, c'est un modèle qui fonctionne bien, mais qui est relativement simplifié et qui permet pas de traduire l'interaction réelle du clavecin, puisque c'était aussi l'idée à la base de ce projet, c'est que c'est un modèle qui n'est pas une fin en lui-même, mais qui est plutôt voué à être récupéré, repris et adapté pour être complexifié progressivement et tendre vers le fonctionnement réel du clavecin. Donc, je vais vous présenter quelques perspectives d'amélioration de ce modèle s'il est voué à être retravaillé. Donc, le premier point, c'est justement de s'intéresser au mécanisme de frottement et d'essayer d'adapter les valeurs des coefficients de frottement statique et dynamique et les lois appliquées en fonction des mesures expérimentales qui ont été faites. Un autre point, ce serait d'intégrer un modèle de touche. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été fait dans une étude précédente au LAM et qui permettrait en fait de calculer à partir de la force exercée par le musicien ici, de calculer la force d'interaction entre le plectre et la corde. Et donc la nouvelle variable d'entrée du modèle, ce serait directement la force exercée par le musicien. Le plectre, on pourrait complexifier sa modélisation, d'abord en considérant comme en première approximation peut-être une poutre encastrée libre à section rectangulaire. Et donc ça permettrait d'intégrer une deuxième polarisation de vibration de la corde, comme on le voit ici. Ensuite, un point qui est très important, qui a posé des problèmes dans les autres modèles qui ont été réalisés, c'est la prise en compte de la géométrie réelle des plectres. Et elle est permise par le formalisme d'Udvadia-Kalaba, puisque comme on est dans une approche modale, on pourra finalement prendre en compte la géométrie réelle, par exemple en obtenant le profil 3D d'un plectre à partir d'une mesure à laser à balayage, puis d'extraire la base modale avec un modèle à éléments finis, et ensuite intégrer cette base modale directement dans le système. Et ça permettrait de prendre en compte la géométrie tout en ayant un calcul relativement rapide. Enfin, on peut améliorer le modèle de corde en prenant en compte les non-linéarités de la corde et le couplage entre les différents modes transversaux. Et un autre point qui serait très important et assez rapide à mettre en place, ce serait d'intégrer d'autres éléments vibrants du clavecin à la chaîne du son, et notamment la table d'harmonie, donc qui est celle qui va rayonner le son. Pour ça, le formalisme d'Udvadia-Kalaba est très pratique puisqu'il est facile de rajouter un sous-système à partir de sa base modale dans le système complet. Là, je vais vous présenter rapidement quelque chose que j'ai fait en amont de ce travail sur l'interaction plectre-corde pour prendre en main le formalisme UK, où c'était une interaction entre une corde pincée et une plaque. Et donc, c'est exactement ce qui pourrait être implémenté avec le clavecin pour la table d'harmonie. Donc ici, on pince la corde, la plaque est entraînée avec elle, et on entre en vibration libre.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque c'est très, très facile de prendre en compte les vibrations d'une plaque comme une table d'harmonie à partir de ces paramètres modaux. Et c'est extrêmement peu coûteux en calcul, on a des résultats instantanément. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Ici, ce sont les sources que j'ai utilisées pour cette présentation. Et je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Merci Constant. Y a-t-il des questions? Je veux bien commencer. Donc, une première question. Au début, tu dis que la vitesse du sautreau est constante pendant toute la simulation. Or, dans le jeu du clavecin, justement, la vitesse, elle n'est pas constante puisqu'il y a vraiment un palier au moment du contact. Est-ce que ça a une importance ou est-ce que c'est accessoire pour le résultat? Alors, je pense que c'est assez important au niveau de la modélisation puisque bien sûr, ça va conditionner, ça va complètement changer la durée de l'interaction, les conditions initiales de la corde au moment du relâchement. Mais en fait, c'est pas important ce qui se passe avant le passé du plectre, sa vitesse avant l'entrée en contact avec la corde n'est pas forcément important puisque ici, ça n'aura pas d'influence sur les vibrations de la corde après. Mais c'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été faites ici au LAM et qui montrent l'évolution de la vitesse du sautreau et qui n'est pas constante en réalité. Oui, non, c'est même caractéristique en fait du jeu de clavecin quand on joue, c'est le pluck, quoi. C'est le fait qu'il y a justement un arrêt, comme pour la soupape d'orgue. Enfin. Oui. Alors, bon, quant au rayonnement, en fait, j'allais poser la question, mais tu y as déjà répondu. Le son que tu as fait entendre, il n'y a pas de rayonnement, donc tu as fait entendre en fait le son de vibration. Voilà, c'est juste une vibration de corde. Voilà. Ouais. Donc il manque le rayonnement. Ça sonne d'ailleurs comme un clavecin Sperac ou clavecin comme ça. Et l'autre question, c'est en fait c'est la question sous-jacente à la problématique, c'est-à-dire, alors est-ce que du coup tu arrives à montrer les différences de jeu? Est-ce que tu arrives à montrer qu'il y a des différences de sonorité, d'intensité ou je ne sais quoi quand on varie les paramètres de jeu? Alors, ce qu'il y a, c'est que dans le temps imparti, là, nous, on n'a pas pu faire, dans un premier temps, on n'a pas eu le temps de faire d'études paramétriques. D'accord. Et de plus, je pense que le modèle là qu'on a obtenu, il fonctionne bien, mais il est quand même assez éloigné de la réalité. Et ce serait un petit peu délicat d'interpréter des résultats à partir de ce modèle-là et de dire que c'est ce qui se passe réellement pour le clavecin. Je pense qu'il doit d'abord être amélioré avant de pouvoir interpréter des résultats pour en tirer des conclusions. Pourquoi? Parce que quand même en changeant la vitesse, bon, essentiellement c'est en changeant la vitesse du sautereau, ça va changer quelque chose quand même. Ça va changer le temps d'interaction, etc. Donc ça va avoir un bon effet. Oui. Ça serait intéressant de voir. Et je ne vois pas pourquoi ça serait le modèle. J'ai l'impression qu'il peut fonctionner pour ça, quoi. Je ne vois pas pourquoi il serait inexact en changeant la vitesse. Non, c'est vrai, donc on pourrait en tout cas extraire des tendances qui sont les Oui. mêmes que ce qu'on voit dans le clavecin. Moi, ça me semble tout à fait fonctionner pour ça. Voilà. Ouais. Donc en tout cas, bravo, hein, je suis très impressionné par les résultats obtenus en si peu de temps. Et ma seule remarque, c'est pour le transparent qui montre un clavecin. Donc ça ressemble un peu à un clavecin italien, c'est la planche 2, je crois, avec un chevalet coudé comme le clavecin italien. Par contre, le clavier, je connais aucun modèle historique qui soit exactement comme ça. Voilà. Okay. C'est juste une remarque. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Bon, moi, j'en ai une. Oui, je suis pareil, hein, je voulais dire bravo pour ton travail. Hein, c'est vraiment impressionnant. Très bien expliqué en plus, donc c'est très chouette. Tu avais montré un diapo où tu montrais un petit peu l'évolution de la complexité prise en compte du plectre. Et donc, les derniers, c'était déjà une forme un peu… voilà. Et du coup, toi, après, tu es revenu à une poutre. Parce que c'est parce que tu fais un autre modèle ou c'est parce que… Pourquoi tu n'as pas pris, du coup, le dernier développement? Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer
nous, en termes avec une approche modale. Ce qui a été fait dans leurs travaux, c'est pour des modèles quasi statiques. Mais en fait, l'avantage du formalisme que j'ai pris là, c'est que, comme je l'ai dit à la fin rapidement, c'est que là, on n'a pas pu le faire dans le cadre de ce projet parce que c'était court. Mais si on arrive à extraire la base modale du plectre, en fait, ça permet de prendre en compte sa géométrie. Donc, à partir de mesures assez simples et de modèles éléments finis, on peut prendre en compte vraiment la géométrie réelle du plectre sans quelque chose qui n'était pas forcément faisable avec des modèles quasi statiques. Oui, d'accord. Ok, donc c'est bien ce que j'ai compris alors. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Bon, c'est que tu as super bien expliqué. Oui, ça serait bien de garder les planches. Je trouve qu'elles sont très bien. Et puis Oui. j'espère que le projet va continuer. Tu continues sur ce projet ou tu fais autre chose ou... Alors non, pas forcément. Moi, je vais partir dans une direction complètement différente, a priori. Donc, je vais sortir un peu du milieu de l'ingénierie pendant un moment, peut-être pour toujours, je ne sais pas encore. Mais là, je vais me tourner un peu plus vers le travail du bois, donc travail plus artisanal. Voilà. Mais ceci dit, donc là, je suis encore salarié du laboratoire du musée de la musique. Et s'ils arrivent à trouver des financements, ils voudraient me faire une petite vacation d'1 mois. Et si c'est possible, il faut qu'on en discute avec Jean-Louis, qu'on a une réunion aujourd'hui, mais on ferait peut-être un projet autour du baryton pendant 1 mois. Donc, il faut qu'on discute de ça. Et ça dépendra surtout des financements plutôt que moi. Mais voilà. D'accord. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et merci encore, Constant. Et puis, je vous invite au séminaire de la semaine prochaine sur les relations entre la musique de cinéma qui est dite, je ne sais pas comment on dit en français, avec des cris, qui est utilisée dans les films d'horreur, et le lien avec les vrais cris humains. Voilà. Bonne semaine à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.